Bienvenue dans ce podcast Plus de Bulles, le premier. Je m'appelle Hugo avec Benjamin, fondateur de Plus de Bulles, un site spécialisé dans le champagne avec plus de 1400 références, grandes maisons et vignerons, c'est ça? Exactement, grande maison et grand vigneron. Grand vigneron. Alors du coup, Benjamin, on parle de quoi aujourd'hui? Eh ben, on va parler champagne parce que champagne, c'est un mot très fort, très puissant. C'est une appellation mondialement connue, et très défendue et très protégée, et qui parfois masque aussi un petit peu toutes les nuances qu'il peut y avoir derrière, quoi. Donc c'était l'idée de cette discussion, de cet échange, c'était de creuser un peu et d'aider à comprendre comment on choisit un champagne, ce qu'il y a derrière les mots brut, blanc de blanc, etc. Qu'est-ce qu'on peut, à quoi on peut s'attendre quand on ouvre la bouteille. C'était un peu l'idée d'explorer l'univers du champagne et donner quelques clés pour mieux choisir et mieux comprendre et mieux apprécier derrière le champagne. Ouais, comment on choisit, comment on le déguste? Du coup, comment on choisit un champagne? C'est quoi les principaux critères qui vont nous aider à déterminer ce Bah qu'il y a à déjà, le l'intérieur de la premier bouteille? point, c'est qu'il faut avoir un peu en tête ce qu'est le champagne. Le champagne, ça vient de la région Champagne, évidemment. C'est bien un terroir et un climat particulier. Donc le champagne, c'est globalement un vin assez frais, assez léger, assez tendu. C'est pas un vin très très solaire. Donc c'est un vin qui est plutôt sur la tension, la minéralité. C'est quand même les grands marqueurs de la Champagne. Donc c'est déjà ça, un champagne. Tu veux dire qu'il n'y a pas de soleil, hein, c'est ça? Bah, aujourd'hui, on tourne pas vraiment sous le soleil, sous la pluie. Et globalement, effectivement, voilà, c'est une région où il peut faire plutôt froid, relativement humide. Et donc, les maturités, c'est un peu moins vrai maintenant, mais les maturités, un raisin très mûr, très sucré, c'est un peu plus dur à obtenir qu'ailleurs. Donc, ça fait des profils de vin plutôt droits, plutôt, encore une fois, assez acides, quelque part, ce qui n'est pas un gros mot, l'acidité, et plutôt sur la fraîcheur. Donc, c'est des vins qu'on va plutôt apprécier en début de repas, à l'apéritif, quand on a le palais encore assez frais. Et puis au fur et à mesure, on va peut-être avancer sur des champagnes ou des vins un peu plus riches, un peu plus puissants. Et on va monter comme ça en puissance. On va accompagner le repas, le déjeuner ou le dîner avec des choses un peu plus expressives. Et donc un champagne, voilà, c'est sûr. Les premiers marqueurs de champagne, ça va être la fraîcheur, le côté un peu frais, minéral et léger, quoi. Ok. Il y a des champagnes qui ne sont pas particulièrement frais ou c'est vraiment un attribut qu'on peut donner à tous les champagnes? C'est une boisson fraîche dans... Ouais, c'est un marqueur très général pour le champagne. Après, évidemment, selon les terroirs et selon le travail du vigneron, il y a des choix et la maturité. Enfin, il y a beaucoup de choix qu'on peut faire qui peuvent pousser le champagne vers quelque chose de beaucoup moins frais que la majorité des champagnes. Mais enfin, encore une fois, les grands marqueurs et les champagnes qu'on connaît, les plus connus, les plus courants, sont tous sur la fraîcheur. Mais après, il y a des vignerons, des artisans qui font des choix très spécifiques, sur un style très spécifique, qui vont plaire à des gens qui recherchent ce genre de choses, mais qui sont moins grand public et moins consensuels. Ok. Une fois qu'on a dit ça, comment tu choisis un champagne? Alors, tu le choisis sur le moment de dégustation, sur tes goûts évidemment, et les goûts et les couleurs, je sais bien que c'est très personnel, mais on va dire que les grandes familles de champagne, souvent on va parler de brut. Alors, brut, à la base, ça parle du dosage. Nous, dans l'élaboration de champagne, il y a une étape qui s'appelle le dosage, où on rajoute une liqueur et on en rajoute plus ou moins fortement, donc ça fait des vins plus ou moins sucrés. On peut ne pas en rajouter du tout aussi. Donc déjà, ça, ce premier indice va donner un peu la richesse du vin. Donc si on veut quelque chose de très frais, très tendu, un peu ciselé, on va prendre quelque chose plutôt de brut nature ou extra brut. Et au contraire, si on veut quelque chose un petit peu plus rond, un peu plus fruité, on va aller sur du brut, voire du demi-sec. Demi-sec, c'est quand même très Ça particulier parce que commence c'est à être très sucré, dosé. ouais. Ça commence à être sucré. C'est ça, hein. Brut, t'as dit, c'est les niveaux. Est-ce qu'on peut expliquer peut-être les niveaux de dosage? Ouais, enfin de 6 à 12 grammes, parce que c'est le classique, c'est brut. Même si l'extra brut devient aussi assez classique, maintenant il y a beaucoup de maisons qui traditionnellement dosaient en brut, qui dosent en extra brut. Donc le classique, c'est 6 à 12 grammes de sucre par litre, c'est le brut. De 0 à 6, c'est un extra brut. Et 0, c'est un brut nature ou un brut zéro. Il y a plusieurs noms pour l'appeler, donc il n'y a pas d'ajout de sucre. Il y a un peu de sucre naturellement dans le vin, évidemment, mais Et donc au-dessus de 12 grammes, là, on n'est plus sur du brut, on est sur du sec, alors c'est d'extra d'être, sec. ouais, je crois que c'est du demi-sec ou il y a sec, demi-sec et extra dry. Alors j'ai plus bien dans l'ordre parce que c'est pas très courant encore une fois, mais au-dessus de 12 grammes, en tous les cas, c'est des vins plus sucrés qui peuvent marcher très bien sur la gastronomie. Alors c'est pas des vins d'apéritif pour le coup, on n'est pas sur la fraîcheur. On a des vins quand même qui restent plus larges, plus riches, un peu plus présents, mais c'est des vins qui vont marcher très bien sur la gastronomie, sur certains plats en tous les cas, ou sur des desserts éventuellement, quoi. Mais si on parle de l'apéro, pour nous, pour moi en tous les cas, le champagne c'est vraiment synonyme d'apéro. C'est la bouteille qu'on ouvre quand on a des amis qui passent ou la famille, un début de repas, etc. On va rechercher cette fraîcheur parce que ça réveille un peu les papilles. C'est un vin, j'ai dit un champagne, mais c'est un vin quand même assez léger. Donc les accords sont assez faciles et puis ça laisse un palais relativement net pour aller ensuite à table, quoi. Et donc là, bah, soit on prend un brut, hein,
Soit on peut prendre un extra brut, ça va être les choses classiques en fonction de ses goûts. Les deux fonctionnent et puis c'est vraiment très personnel. Et après, l'autre choix qu'on va pouvoir faire, c'est éventuellement de partir sur un pur cépage. C'est-à-dire qu'on a trois cépages principaux en Champagne, le chardonnay, le pinot meunier, le meunier et le pinot noir. Et quand on met un seul de ces cépages dans une bouteille, dans une cuvée, ça fait un blanc de blanc ou un blanc de meunier ou un blanc de noir. Donc c'est des choses très spécifiques. Le champagne traditionnellement, c'est un assemblage des trois cépages. Ça c'est vraiment le brut de tradition ultra classique qu'on trouve un peu moins maintenant, mais c'était vraiment un tiers de chaque cépage, dosé à 9-10 grammes. Ça c'est vraiment le champagne d'il y a 30 ans qu'on croisait partout. Maintenant, ça s'est un peu plus segmenté. Donc, on a des blancs de blanc, par exemple, qui sont assez connus. Il y a des maisons qui font des blancs de blanc qui sont très réputés. Donc blanc Le de blanc, blanc, c'est uniquement le chardonnay. ouais, blanc de blanc, c'est que du chardonnay, que du raisin blanc. Parfois, on peut faire avec du pinot de blanc, etc. Mais là, on rentre dans des trucs un petit peu atypiques. Mais Hmm. le blanc de blanc classique, Le c'est le blanc de blanc, chardonnay. c'est 100% chardonnay. 100% chardonnay. Et donc, les marqueurs du blanc de blanc, ça va être vraiment, là, pour le coup, le côté très frais, floral, très léger, très délicat, légèrement feuilleté. Ça va être ça, ces grands marqueurs. Alors après, encore une fois, il y a plein de nuances derrière ce mot. Mais voilà, il y a le mot champagne, et après, il y a des mots, et puis derrière, il y a encore des nuances. C'est-à-dire qu'à chaque étage, on rentre un peu plus dans le... Mais c'est ça, ouais, les grosses catégories qu'on va pouvoir observer sur une bouteille, ça va être ça, le dosage, le blend, quoi, enfin Ouais, l'assemblage, hein, l'assemblage. l'assemblage, effectivement. Donc, un pur cépage ou un assemblage de plusieurs cépages. Donc c'est ça, donc c'est dosage, assemblage. Et après, il y a les terroirs et la vinification. C'est les quatre piliers, quelque part, du vin. Donc, les terroirs, c'est vrai que là-bas, on rentre un peu plus dans le détail parce que tout le monde ne connaît pas bien la géographie de la Champagne. Mais c'est vrai qu'il y a des terroirs où on va être plus sur la craie, qui est encore une fois un peu la signature. Donc là, on va retrouver de la minéralité, un côté un peu salin sur les vins. Il y a des endroits où c'est plus de l'argile, donc on va avoir quelque chose un peu plus large. Il y a des sables. Voilà, donc il y a cette On notion pourra de en reparler des terroir. terroirs, mais c'est ça. Mais voilà, c'est un peu plus complexe, donc c'est souvent indiqué, en tout cas sur les bouteilles des artisans vignerons, c'est indiqué parce qu'ils viennent d'un village et les parcelles sont souvent du village et des villages voisins éventuellement, mais c'est souvent localisé à un endroit. Les maisons, elles, vont travailler quand même sur l'ensemble de la Champagne en général. Et puis après, la vinification, tu fais le choix de vinifier, enfin, en fût, en cuve. Est-ce que tu fais la fermentation malolactique ou pas? Voilà, donc c'est un peu technique tout Ouais, ça, après, mais c'est des paramètres qui sont un petit peu plus techniques et qui influencent de moins en moins. Plus on descend, moins ça va influencer fort en moyenne, quoi. ouais, ça influence quand même. Après, ouais, ça influence, mais après, même la récolte, est-ce que tu récoltes très Ouais, d'une mûr année ou à pas l'autre. mûr, enfin, ou moins mûr, ça change un peu. Et puis, il y a l'influence du millésime. Là, pour le coup, on choisit pas, mais chaque année est différente, chaque vendange est différente. Les vins, un 2012, un 2013, c'est deux années totalement opposées, quoi. En termes de style, c'est pas le même ensoleillement. Il y en a eu beaucoup plus en 12 qu'en 13. En 13, on a fait des vendanges très tard, en octobre, ce qui arrivait quasiment plus en Champagne, c'est beaucoup plus frais. Enfin, voilà, c'est plein de paramètres qui vont venir influencer le vin. Donc c'est pour ça que voilà, on peut rentrer un peu dans le détail et après, plus on avance, plus ça devient technique et précis et peut-être un peu rébarbatif aussi, quoi. Ouais, ok. Tu parlais aussi du coup du champagne à l'apéritif. J'ai découvert de plus en plus de personnes qui, surtout hors de la Champagne, qui n'avaient pas l'habitude forcément de le prendre à l'apéritif. Tu ramènes une bouteille de champagne et il l'ouvre au dessert. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est quoi Bah, pour le... moi, le champagne, c'est un vin d'apéritif avant tout. Donc sur le dessert, je trouve que il y a quelques accords précis qui marchent. Alors peut-être justement avec les vins très sucrés, donc les demi-secs, etc. Sur des choses un peu fruitées, sur le chocolat, c'est compliqué. Enfin, globalement, le dessert, c'est sur du sucre, plus ou moins, mais il y a sûrement des exceptions, mais globalement, c'est ça. Et ça Avec le emporte champagne. quasiment tout sur un Ça marche champagne. pas très bien, et puis tu es en fin de repas, donc tu as le palais qui est un peu plus fatigué. Donc pour moi, le champagne dessert, je sais que c'est traditionnel, etc. Mais c'est pas une très bonne idée. Pour moi, c'est plutôt enfin, c'est clairement un vin d'apéritif, ça sans aucun doute. Et il faut, à mon goût, choisir des choses plutôt un peu fraîches, donc des blancs de blanc ou des choses relativement peu dosées. Après, si on fait un apéritif dînatoire avec des choses qui accompagnent, on peut aller sur des vins un peu plus amples, un peu plus riches, peut-être passer sous bois ou plus de maturité, des styles de vignerons un peu plus marqués. Puis à table, on peut aussi apporter des bouteilles. Nous, sur le site, sur Plus de Bulles, on donne tous ces conseils. On essaye justement de donner des accords, de donner des moments de dégustation, de donner des notes aussi, fruitées, minérales, pour un peu se retrouver et se guider pour faire son choix. Mais voilà, en tant que champenois, pour moi, le champagne, c'est clairement un vin d'apéritif. Ouais. Ensuite, en dégustation, ça va être quoi les principaux éléments qu'on va venir essayer de reconnaître une fois qu'on a le champagne en bouche finalement? Qu'est-ce qu'on essaie de goûter, tu vois? Qu'est-ce qu'on cherche dans la bouche?
Bah, là, c'est très personnel aussi la dégustation. Encore une fois, ça vient évoquer des souvenirs, etc., qui sont propres à chacun, donc il n'y a pas de grande généralité. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a trois temps. Il y a la robe, on regarde un peu, bah, un vieux champagne, ça va être une robe plus dorée. Sur les rosés, il y a des intensités de rose qui sont très différentes. Puis un blanc de blanc ou un blanc de meunier ou un blanc de noir, c'est pas exactement la même teinte. Donc voilà, on voit déjà un peu, ça annonce un petit peu quand même ce qu'on va avoir dans le verre en fonction de l'intensité. Et voilà, tu as la finesse des bulles qui est pas un indicateur de qualité absolument fiable, hein. Mais c'est Ça un dit des élément, quoi. choses, mais c'est un élément, voilà. Mais c'est pas une règle absolue et on juge pas à l'œil, on peut pas savoir si le champagne va être bon ou pas. Enfin, en tout cas, moi, j'en suis pas capable. Oui, la finesse des bulles n'est pas un paramètre. Plus les bulles sont fines, meilleur est le champagne. Ouais, non, c'est pas un concours de finesse. Enfin, en tout cas, voilà, ça décrit pas ce qu'il y a dans le verre. Mais la deuxième étape, qui est effectivement là pour le coup intéressante, c'est le nez. Donc on a fait pas mal de tutos sur la chaîne. On explique comment servir, dans quel genre de verre. Donc, faut des verres globalement pour faire vite. Faut des verres assez larges. Plutôt vaut mieux un beau verre à vin qu'une mauvaise flûte, très clairement, qui laisse le vin s'exprimer. Et puis, il faut laisser un peu le temps. Il faut que ça s'aère un peu. Il faut que ça s'ouvre un peu. Même ouvrir une bouteille de champagne un quart d'heure avant de la servir, c'est pas un problème. Ça, au contraire, ça laisse le vin. Bah, respirer un peu en fait, il a été enfermé dans la Se bouteille réchauffer un pendant peu, c'est s'oxygéner, ouais. faut que ça s'oxygène un peu, donc on laisse un peu s'ouvrir, on remue un peu le vin, on le fait tourner, etc. On voit les arômes qui viennent, puis il y a souvent un premier nez et un second nez sur des notes un peu différentes. Sur les blancs de blanc, tu vas avoir une note un peu plus florale au début, au premier nez, et un peu plus pâtissière ensuite, en grande généralité, hein. Après, il y a plein de nuances là-dedans, Ce mais que tu appelles premier nez, second nez, c'est premier moment où tu le ouais, dégustes, et vraiment puis le début ouais, enfin où tu de le ta respiration, quoi, de exact. ce que tu ressens au tout début quand tu le ressens. C'est ça, et puis quand il a pris le temps de s'ouvrir un Ça peut peu, il a un évoluer peu un peu, quoi. évolué. Au bout de 2 3 minutes, tu reviens dessus, et là, bah, le nez a un peu changé en fait, et c'est le second nez, Ok, quoi. d'accord, c'est donc l'odeur vraiment, Ouais, pour parler de les manière arômes qui brute, s'expriment, c'est ça. c'est pas les mêmes arômes qui arrivent Au tout dans les début premières qu'après. secondes Ok, où tu as premier nez, second nez. ton D'accord. champagne dans la flûte et ensuite, quoi. Et puis après, il y a en bouche, bah, tu vois un peu comment tu le ressens, l'attaque, etc. Est-ce que c'est quelque chose de très frais, très droit, et donc un peu tu le sens sur le palais en fait, ou est-ce que ça va sur les joues? Est-ce que c'est un vin qui est un peu plus large, qui va sur les joues, etc., qui est un peu plus sur la puissance, ou au contraire quelque chose d'un peu plus traçant, ça va être un peu plus droit sur le palais. Enfin, il y a un peu une géométrie dans la bouche, et encore une fois, après, ça reste très personnel. Mais tu as cette dégustation, et puis après, il y a la longueur aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui reste, les arômes restent présents, ou au contraire, au bout de 2 secondes, tu as oublié ce que tu avais goûté? Enfin, voilà, c'est à peu près ça, avec encore une fois ses goûts et son interprétation des choses. Ok. La longueur, c'est ça aussi, c'est ce qu'on ressent va évoluer sur une même gorgée. On va pas avoir le même ressenti au tout Non, début que non, en fin de bouche. non, non, la longueur, c'est plutôt le fait qu'une fois, mais enfin, là, ce que je dis, en fait, c'est valable pour le vin, hein, donc c'est pas Oui, propre au c'est ça, on champagne. parle du champagne, mais en fait, il faut l'appréhender comme si, comme on voit des fois sur, voilà, sur YouTube, des concours de sommeliers qui goûtent un vin Ouais, rouge. En ouais, fait, c'est exactement la même chose. c'est exactement la même chose. Et donc, la longueur, c'est le côté où ça reste en bouche, c'est la persistance aromatique en bouche. Donc, tu as les arômes qui restent en bouche pendant 3 4 5 10 secondes. Et il y a des vins où au bout de 2 secondes, ça tombe, quoi. Enfin, des vins ou des champagnes. Donc, c'est un peu ça. Mais effectivement, l'analogie avec le vin est totalement logique, puisque c'est un vin avant tout. Certes, il y a des bulles, mais c'est un vin. On fait un vin et après une seconde fermentation qui amène les bulles. Et donc, c'est un vin qui est fait en premier lieu. Donc, on le déguste comme un vin avec l'effervescence qui va amener peut-être des arômes, enfin, ou une perception des arômes un peu différente. Mais encore une fois, c'est avant tout un vin. Il y a pas de discussion possible là-dessus, quoi. Ouais, c'est peut-être pas une façon de voir courante chez la plupart des gens qui consomment du champagne. Non, Il n'y a pas énormément de gens qui voient ça comme un vin à part entière. On le voit comme un apéritif ou une boisson de fête, mais pas souvent, pas si souvent comme un vin qu'on aimerait déguster. Comme voilà, on a sa cave de vin rouge, alors ça j'ai ça pour tel plat, tel plat. Mais en fait, c'est pareil avec le champagne. bah, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne choisit pas toujours comme on choisit un vin. On choisit peut-être parfois pour l'étiquette, il y a les maisons célèbres, etc. Parfois pour un prix, ce qui se fait peut-être ailleurs aussi, mais en fait, il faut aussi savoir le choisir pour le moment de dégustation, pour la conservation aussi. Le vin, le champagne, c'est quelque chose qui se sert relativement peu, même si on a fait des vidéos, elles sont pas assez vues. Non, non, mais c'est un vin qui se conserve globalement. Un champagne sur des beaux millésimes, un beau champagne sur un millésime de garde, ça peut faire 10 15 20 ans sans aucun problème. Donc on peut aussi se constituer une cave, donc ça se choisit. Et puis sur la dégustation, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu vas choisir un vin selon ce que tu aimes, mais aussi selon le style et donc la région. Si tu veux un blanc de blanc très frais, très minéral, tu vas aller dans la Côte des Blancs, sur des terroirs très crayeux, au Ménil-sur-Oger, à Avise, etc. Tu vas avoir des vins extraordinaires. Si au contraire, tu aimes quelque chose un peu plus rond, un peu plus large, un peu plus riche, peut-être que tu vas aller sur des meuniers de la vallée de la Marne ou de la petite montagne de Reims. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de styles, plein de nuances derrière le mot champagne, plein de goûts.
Et il faut explorer un peu. Et c'est vrai que parfois, encore une fois, on achète du champagne pour célébrer, mais on achète du champagne et voilà, on prend la tête de gondole, on prend l'habitude, on prend Ce voilà, qui nous paraît chouette ce qui sur le paraît moment, chouette, quoi. etc. Mais encore une fois, il y a beaucoup de nuances et de moments et d'accords à gérer derrière, quoi. Et comment on explore? Alors moi, demain, je me dis, bon, ouais, ça y est, je me mets au champagne sérieusement, phrase d'alcoolique. Mais comment on se... Pas qu'on devient spécialiste, mais comment est-ce qu'on peut faire pour vraiment mieux comprendre le champagne? Tu parlais de tous les terroirs, les différentes parcelles. C'est pas facile à appréhender si on Non, n'est pas mais en Champagne. je pense qu'il faut que tu partes de ce que tu aimes. Tu aimes bien quel style même de vin blanc? Tu aimes bien quel style de vin blanc? Des vins plutôt puissants, riches, solaires ou des vins plutôt légers, plutôt le chardonnay très, très frais, etc. Ou quelque chose à élever sous bois qui est un peu plus riche. Faut partir de tes goûts en fait et du moment de dégustation. Ok. On va dire que j'aime plutôt les vins ronds, généreux, on va dire boisés. Est-ce qu'on peut me dire même sucré, je sais pas, mais quelque chose de... Un peu plus riche, un peu, ouais. Bah, donc faut pas aller plutôt. Donc le blanc de blanc, a priori, c'est pas trop le profil de ce que tu évoques. Moi, c'est plutôt, je pense, à des meuniers. Bah, tu vois, là, j'ai une bouteille de. Hop, elle est où? Elle est là. Bouteille de Jean Servagna, les meuniers insoumis. Donc ça, c'est un pur meunier. Donc le meunier, c'est un cépage plutôt fruité, plutôt rond. Là, je crois qu'il y a une part qui a été vinifiée. Il faudrait que je vérifie avant de dire une bêtise. Mais il y a peut-être une part de bois. Ouais, exactement. Il y a 100%, parce que c'est pas une part. Il y a 100% qui est élevé sous bois. Donc le bois, par rapport à la cuve, on l'a pas trop évoqué. Enfin, on a évoqué la vinification, mais qui est un levier ou un pilier. Le bois, ça fait des vins plus ouverts parce qu'en fait, il y a une micro-oxygénation et un échange avec l'extérieur. Donc ça ouvre un peu plus les vins. Donc ça fait des vins plus généreux. Quand tu dis ouvert, ça donne quoi une fois en bouche? Bah, c'est plus expressif. Plus expressif. Concrètement, c'est plus expressif. Voilà. Pour résumer, À on quel peut dire moment on ça. voudrait un vin moins expressif du coup? Bah, tu veux peut-être quelque chose de plus délicat, plus discret, plus fin, tu vois, ou quelque chose de plus puissant. En fait, c'est une question de puissance, d'intensité, on va dire. Et donc voilà, donc ça, dans ton profil, par exemple, je dis bah, des beaux meuniers, petite montagne de Reims, élevés sous bois. C'est un millésime qui est un millésime plutôt un peu riche, c'est 2020. Bon, on s'en souvient tous de ce millésime, on était confinés chez nous, donc on sait bien qu'il a fait beau et qu'on était à l'intérieur. Voilà, ça pourrait être, enfin comme ça, quand tu me l'évoques, je pense à ça. Après, à quel moment tu veux le servir? Est-ce que c'est à l'apéritif? Est-ce que voilà, parce que à l'apéritif, tu vas quand même rester sur quelque chose un peu plus frais. Si c'est un peu plus tard sur le repas, ça dépend ce que tu manges, mais on peut partir sur des choses peut-être un peu plus puissantes ou un peu plus vieilles, des millésimes un peu plus anciens aussi, pourquoi pas, quoi. D'accord. Donc je vais aller chercher donc plutôt des champagnes à dominance de pinot noir ou de pinot meunier, Ouais. plutôt que bon c'est pas grave c'est du chardonnay, enfin c'est pas grave, mais Non, non. ça peut faire partie de la bouteille. Voilà, on est sur un pur cépage, mais tu as des assemblages avec, ça peut avoir 70% de meunier, 20% de pinot noir et 10% de chardonnay. Tu auras une thématique, enfin, tu auras une direction quand même très nette, quoi. Ok, donc à dominance de plutôt pinot noir et pinot meunier, vieilli sous bois, préférablement, si on veut de Ouais, j'ai la... l'impression de ce que tu me racontes, hein, mais après, Parce qu'en plus de l'oxygénation, j'imagine que ça donne aussi des arômes plus boisés, plus ronds. ouais, alors tu peux avoir des notes un peu épicées, toastées ou boisées. En Champagne, qui est un vin donc assez délicat, on essaye souvent de ne pas avoir de fût neuf ou pas trop de fût neuf. C'est-à-dire que tu peux avoir 20 fûts et tu en as un ou deux neufs chaque année. Mais donc, avec les autres, ça s'équilibre et tu n'as pas le côté très marqué bois parce que ce qu'on n'aime pas, c'est des vins qui vont sentir la planche, quoi. Donc voilà, mais effectivement, sur des vins un peu comme ça, comme tu racontes, avec du bois, ça peut être un peu ton style, ouais. Ok. Et niveau dosage, par contre, ça c'est... J'ai déjà goûté des champagnes qui avaient un dosage très bas, tu sais, des champagnes très voilà, brut, Brut extra brut, nature, ouais. voire Ouais. nature. Ça se ressent pas du tout, quoi. Tu te dis pas, le champagne n'est pas du tout sucré, ah, il est hyper... non, il peut être très très rond en bouche et une douceur dans le sens sucré, tu vois. Alors que d'autres qui étaient dosés plutôt haut du panier, quoi, avaient l'air d'être beaucoup plus... pas rêches, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, bah il n'y a pas de vérité absolue. Effectivement, la théorie, c'est celle-là, c'est que moins il y a de sucre, moins ça paraît sucré, c'est du bon sens. Il y a deux éléments, c'est que, on a un réchauffement quand même climatique et donc des maturités plus faciles à obtenir, donc on a des raisins plus sucrés, donc des vins qui ont moins besoin qu'on leur ajoute du sucre, parce que naturellement, il y en a déjà plus qu'il y a quelques années. Et puis après, il y a aussi des maisons qui font le choix, ou des vignerons qui font le choix de faire vieillir plus longtemps des vins, enfin leur gamme sans dosage ou très peu dosée. Ils prolongent le vieillissement, ce qui va un peu arrondir l'acidité, donc on aura moins cette notion ou cette sensation de vin très droit, un peu trop tranchant par le temps en fait. Donc tu compenses l'absence ou le faible dosage par un vieillissement plus long et des raisins plus mûrs. Mais effectivement, en termes de lecture pour le client,
si tu cherches un extra brut ou un brut nature en vraiment quelque chose de très punchy, très tranchant, etc., et qu'en fait, bah, ça a vieilli 6 ans en cave, 7 ans en cave pour gommer ça, c'est pas très lisible, je comprends. Et moi-même, je suis, pour moi, un extra brut ou en tous les cas un brut Ça nature. devrait être un indicateur du ressenti. Ouais, et c'est pas toujours vrai, effectivement. Et là, il n'y a pas d'astuce à part connaître le vigneron ou avoir goûté le vin. Voilà. En tout cas, moi, j'ai pas d'astuce pour te dire, attends, c'est un brut nature sans sucre, machin, mais tu vas voir, en fait, il est très rond ou pas. Ok. J'ai pas le tips. Les mots pour décrire un champagne, enfin, on va se dire les mots et on va se dire bah, frais, ça veut dire que c'est frais. Sucré, Enfin, floral, c'est floral, ça tu sent. vois, vif, Ouais. ça veut dire que c'est. Après, il y a des mots qui sont explicables parce qu'ils décrivent pas non plus Mmh. un goût, tu vois, mais bah, brioché, fruité, floral, vineux, Ouais, bon, pour moi, ça parle à peu près. c'est ça. Par définition, c'est des mots qui sont là pour. Besoin de trop les expliquer, quoi. Donc, ouais, Bah je ouais. suis assez d'accord. Non, je réfléchis, mais après, bah, derrière fruité, c'est pareil. Tu vas avoir des arômes plutôt un peu de fruits rouges sur les rosés. Tu vas avoir des arômes plus de fruits jaunes ou fruits blancs ou un peu exotiques parfois. Voilà, t'as une corbeille de fruits, Un quoi. bon champagne à la banane. Ouais, champagne à la banane, ouais, comme le Beaujolais, quoi. Mais bon, voilà. Et puis encore une fois, moi, il y a tellement de fois où j'ai fait des dégustations avec des producteurs, des vignerons, des maisons. Et chacun, quand même, voit des choses un peu différentes, perçoit un peu différemment. Alors, je te parle pas des très, très grands C'est pas une sommeliers. science exacte, quoi. C'est pas une science exacte, clairement. Encore une fois, c'est très personnel quand même. Il y a des choses, moi, que je ressens pas, où quelqu'un va me dire ça sent ça. Moi, ça me saute pas, c'est pas une évidence. Et à contrario, des choses que je trouve très, très tranchées. Mais voilà, donc c'est. Et puis, on n'a pas la même sensibilité, on n'a pas les mêmes goûts, la même histoire et la même sensibilité aussi du nez ou du palais, quoi. Oui, c'est ça. Quand on débute, on se sent peut-être des fois un peu moins légitime à donner son ressenti quand on connaît pas bien. Oui, on a peur de dire une bêtise, hein, mais en fait, il n'y a pas de bêtise en tant que telle, il n'y a pas de conneries, il y a pas de mauvaise réponse, quoi. Bah, c'est ça. De sommeliers peuvent donner de ressentis différents alors que les mecs c'est des pros, Et mais puis tu remarqueras que c'est souvent, quand t'es plusieurs, c'est souvent le premier qui parle, qui te donne la tonalité, tout le monde dit pareil. c'est vrai. Oui, oui. Mais carrément, ouais. Moi j'ai un ami qui aime beaucoup déguster le vin, qui m'avait un petit peu aidé à, c'est ça, à donner mes ressentis, à me donner des mots et tout, et il me disait vraiment, mais dis ce que tu penses, hein, on s'en fout, il y a pas de gros mots, il y a pas de. Si ça te fait penser à, je sais pas, une grange pleine de paille, dis-le. Et c'est des ressentis qui sont hyper personnels, qui peuvent être liés bah, à nos souvenirs, des choses de notre enfance, des choses de. euh, En fait, notre cerveau va forcément faire des liens avec d'autres choses. Donc, comme on n'a pas tous le même cerveau et les mêmes liens et les mêmes éléments, les points de comparaison, on va tous avoir des ressentis différents alors que c'est le même champagne. Mais c'est ça qui est intéressant et c'est ça qu'il faut se dire. Et c'est comme ça aussi qu'on. Mais donc, faut se déculpabiliser de ça, si tu veux, faut l'apprendre avec beaucoup de liberté, et voilà. Et après, le point aussi, c'est que faut varier, faut goûter, quoi. Faut pratiquer. Donc, c'est un sport qui se pratique et on s'améliore en achetant des champagnes différents, en essayant de retenir, de faire un peu attention, de se poser un peu sur le vin. Je ne dis pas passer toute la soirée à analyser le vin parce que quand ça devient Oui, c'est il un faut peu pas trop, non ça peut plus être un peu, jouer voilà, au. ça reste des moments de convivialité, Ouais. hein. Mais c'est intéressant et de se dire, voilà, d'y revenir et de noter un peu des souvenirs ou des mots éventuellement pour se dire, voilà, bah, ça j'ai aimé, c'était tel style, et puis te dire, voilà, bah, est-ce que c'est un blanc de blanc ou un blanc de noir ou un assemblage, voilà, quelle région c'était, quel dosage, là, des grands marqueurs pour un peu s'orienter, et puis commencer à voir encore une fois les nuances. Si tu bois toujours le même champagne, de toute façon, bon, c'est que tu l'aimes a priori, mais au-delà de ça, tu sauras pas si t'aimes autre chose, quoi. Ouais, ouais. Donc il faut creuser un peu, il faut explorer, voilà, faut se laisser guider. Sur le site, encore une fois, sur Plus de Bulles, on a 1400 références. Tu peux guider par prix, hein, c'est un critère de choix évidemment. Je te dis, tu as des mots-clés fruités, voilà, tu as des types de vinification. Enfin, tu peux jouer avec pas mal de paramètres. Ça te resserre une sélection. On a quelques sélections aussi qui sont déjà toutes faites et tu pioches dedans. Tu prends 3-4 bouteilles à 30-35 euros, toi, sur des budgets pour du champagne relativement raisonnable parce que c'est un vin C'est qui a ça. une certaine C'est un valeur. Ça, sport qui se pratique, mais c'est c'est un plutôt sport de qui se. l'équitation, quoi, en Ouais, termes ouais, de. ouais, bien sûr, j'entends bien qu'effectivement, c'est plus cher que d'autres appellations, c'est vrai. Mais voilà, tu prends quelques bouteilles et encore une fois, tu te poses un petit peu dessus. Tu peux les attendre aussi un peu. De toute façon, il y a des bouteilles qu'il vaut mieux boire dans 6 mois que juste après les avoir reçues. Et puis, tu commences à te faire ta compréhension de la région et ton exploration de la région. Mais c'est vrai que comparer des bouteilles entre elles, c'est vraiment le point le plus important et c'est ce qui va le plus t'aider à comprendre chaque élément par rapport aux autres bouteilles, en fait. C'est là où tu progresses le plus.
C'est là où tu, Bah, c'est voilà, ça, tu je veux dire, si comprends le mieux et tu tu, goûtes ouais, un ouais. champagne hyper droit et plutôt sur Mm. l'acidité et un autre champagne très très rond, riche et expressif, là tu comprends Ça va pourquoi être l'un est frappant. plutôt l'un Ouais. que. Voilà. Mais il existe des stop-bulles, enfin donc des bouchons, j'en ai Ouais, pas sous la main, mais des bouchons qui permettent de conserver une bouteille déjà ouverte, de la conserver quelques jours, de conserver l'effervescence, ou alors tu as même des appareils qui sont un peu plus coûteux, qui s'appellent Coravin, qui injectent du ouais, qui gaz, remettent du etc., gaz. qui sont super, hein, mais c'est pas le même budget. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux ouvrir deux bouteilles avec des amis. Bah, tout à l'heure, on faisait une vidéo sur combien de verres dans une Mhm. bouteille. Bah, voilà, vous êtes six, mais vous voulez goûter plusieurs vins. Tu peux ouvrir deux ou trois bouteilles, tu les refermes. Et ça, c'est le vendredi. Et le samedi, tu invites d'autres amis et tu Et fais tu le refais une round de dégustation. deux. Et... Non, Bon, mais voilà. ça suit le papier, en vrai, il y a très forte Non, chance que les bouteilles elles soient terminées, mais probablement, mais ça, c'est un autre libre à sujet. chacun. Mais c'est les clients qu'on préfère, ça, nous, ceux qui terminent les bouteilles. Mais non, non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, faut pas hésiter à mettre deux bouteilles côte à côte et à revenir à passer à l'une, etc. Ça se referme bien. Ça se referme bien. En tout cas, quand faut qu'il reste plus de la moitié de la bouteille. En dessous de la moitié, ça se conserve un peu moins bien quand même. Et quitte à mettre deux verres à chacun, c'est-à-dire que comme ça, tu peux naviguer entre l'un et l'autre. Tu doubles les flûtes pour tout le monde et tu passes comme ça de l'une à l'autre et tu fais des allers-retours. Et tu peux même te faire des thématiques. Au début, peut-être que tu fais des trucs très différents, comme tu disais, un blanc de blanc et en cuve, très minéral, très droit, etc. Et Et puis un après, tu blanc de noir compares en deux fût. blancs de blanc entre eux. Exactement, tu peux progresser, avancer sur des choses qui se ressemblent un peu plus, mais de style de vigneron, pourquoi pas même des vignerons du même village, enfin, j'en sais rien, tu peux trouver des combinaisons à l'infini, quoi. Ouais. Ou explorer une gamme d'un vigneron, d'une Ouais, maison. aussi, Tu ouais. Tu peux explores la prendre. gamme et Ouais, tu ouais. comprends. Si la crée sa gamme, c'est que chaque cuvée est différente, il empile C'est pas des ça. cuvées qui se ressemblent, donc effectivement, tu peux prendre deux cuvées d'un vigneron ou deux millésimes différents de la même cuvée, etc. Enfin, voilà, Mais c'est ça, mais comparer les éléments pour essayer de cibler les différences. Et de comprendre. Ouais, très intéressant. On a parlé du coup, c'est ça, des points de comparaison qui étaient un peu uniques à chacun et que donc de pas hésiter à dire ce qu'on ressent. Mais il y a quand même des points de comparaison qui sont bah, au final pas si uniques à chacun. Je veux dire, goût miel, on a tous déjà mangé du miel, on Oui, sait à oui, peu il y a près des à quoi on grandes pense quand on dit généralités, ça. effectivement, C'est ouais, ça. tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous donner du coup des familles d'arômes En fait, alors, je vais m'appuyer sur un tableau qui a été fait par le CIVC, qui est très bien fait, qu'on a juste ici, qu'on qu'on a mettra à juste ici, l'écran? qu'on mettra à l'image, effectivement, qui est très bien fait parce qu'en fait, il y a deux éléments. Il y a le cépage et le temps. Et donc, un chardonnay dans sa jeunesse, les arômes qu'on va avoir, c'est des arômes plutôt d'agrumes, donc des arômes fruités, mais plutôt sur l'agrume, donc sur le citron, etc., le pamplemousse, ce genre de choses, un peu la pomme éventuellement et la craie. Et puis en avançant un peu, on va avoir des arômes plus pâtissiers. Donc là, c'est des arômes un peu plus lactés parfois, un peu de viennoiserie, un peu de choses comme ça, voire légèrement d'épices, fruits secs, épices. Tu parlais du miel éventuellement. Et puis donc ça c'est plutôt 3-4 ans, enfin c'est ils appellent ça la maturité. Et puis tu as la complexité, donc là c'est au-delà de 6-8 ans, où c'est des notes un peu plus toastées, un peu plus marquées, un peu plus épicées. Enfin, tout s'accentue en fait. C'est-à-dire que tu pars de quelque chose d'assez fin et délicat et subtil vers des arômes un peu plus présents et puissants, De quoi. plus en plus concentré, quoi. Et ça, on peut le dire, voilà, donc on a fait le chardonnay, mais tu as le meunier, c'est pareil, donc on est sur des fruits jaunes au début, et puis tu vois, tu avances vers des arômes, à la fin, on est sur des arômes un peu de sous-bois, de cacao, des choses comme ça, de fruits secs également, enfin, voilà, on va dans cette direction-là. Ça fait un peu comme un tableau avec deux dimensions, avec les cépages et leur évolution au cours du temps, quoi. Et voilà, c'est universel, c'est une grille de lecture qui fonctionne très bien, avec plein de nuances, de subtilités en fonction, encore une fois, du terroir, du vigneron, du style, etc. Mais on le retrouve toujours, si tu veux. Donc, effectivement, en fonction de ce que tu vas aimer et des accords, parce que on parlait tout à l'heure de l'apéritif, bah, si tu manges des huîtres à l'apéritif ou en entrée, tu vas chercher quelque chose d'un peu plus. Les huîtres, on met souvent du citron du vinaigre, donc des choses assez acides. Donc tu cherches quelque chose d'un peu frais, un peu. Voilà. Donc c'est plutôt le chardonnay, l'accord parfait pour les huîtres. C'est un chardonnay très frais. C'est un jeune chardonnay, plutôt frais, peu dosé et plutôt élevé en cuve que sous bois, quoi. Ça va être ça le schéma type. Et à contrario, tu as des choses beaucoup plus riches, puissantes. Il faut un champagne qui soit plus riche et puissant en face pour pouvoir s'équilibrer, quoi. Du coup, est-ce que tu pourrais nous donner justement les points de repère fréquemment utilisés que tout le monde a un petit peu dans son imaginaire? Je vois là, tu vois, il y a des fruits, plutôt des desserts, tu vois, de la brioche, du caramel, quasiment des épices. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les points qu'on utilise couramment?
Si tu veux, les grandes lignes, c'est vraiment, ça le résume encore une fois assez bien ce tableau. Tu as l'éclat de la jeunesse, donc c'est le côté un peu fruit frais, croquant, voilà, assez Pepsi et avec une notion de fraîcheur, d'acidité, si tu veux. Une pomme fraîche, des fruits rouges bien frais, etc. Avec C'est avec sucré, mais des familles de fruits différentes, justement, pour chaque ouais, cépage, on dirait. mais c'est voilà, mais tous avec effectivement, il y a des familles différentes pour chaque cépage, pardon. Mais effectivement, tu as un commun qui est le côté un peu plus frais, un peu plus tonique et croquant. Et plus tu vas avancer dans le temps, plus on va passer sur des choses un peu compotées, tu vois. On voit le côté mielé, le côté pâte de fruits, le côté confiture. Donc déjà, les arômes, le jeune fruit, au bout de 3 4 5 ans, il va avancer vers quelque chose un peu plus compoté, ouais, c'est ça. Ouais, des arômes un peu plus concentrés, un petit peu plus Exactement, raffinés ouais. que le fruit de base, quoi. Donc c'est déjà un autre style de vin que moi j'aime beaucoup, mais c'est déjà un petit peu autre chose qu'en termes de dégustation. Et puis quand tu avances encore, quand tu prolonges 3 4 5 ans de plus, donc tu arrives à 6 7 10 ans, tu es sur des arômes un peu plus épicés, un peu plus de sous-bois, parfois de champignons, de cacao, voilà, des choses un peu particulières. Sachant que la force ou la singularité, mais que je trouve être une force du champagne, c'est qu'on garde quand même toujours derrière une trame de fraîcheur qui s'efface quand même, enfin qui est moins présente avec le temps, mais tu as quand même Ça toujours reste la base, une quoi. petite tension, un truc qui fait que c'est un vin qui tombe rarement du côté de la lourdeur, du côté un peu pâteau parfois. On garde un peu quelque chose qui appelle le deuxième verre malgré tout. Alors c'est vrai que sur les très vieux champagnes, c'est un peu moins vrai quand même, parce que c'est un peu plus fatigué parfois, mais c'est quand même la signature de la champagne. Ça reste une boisson sur la fraîcheur, mais qui, au fur et à mesure des années, va se parer de notes vraiment, qui peut se parer de notes vraiment quand même intenses, quoi. Ouais, plus intense, plus complexe. On met souvent le mot complexe, voilà, mais effectivement, c'est aussi plus intense, t'as raison, plus marqué, plus puissant, et qui permettent d'avoir des moments de sortir de l'apéritif aussi. C'est-à-dire qu'a priori, à l'apéritif, on va pas prendre un très vieux champagne. C'est plutôt sur des moments un peu différents. En tout cas, voilà, ça permet d'avoir des accords et des moments de dégustation un peu plus variés, quoi. Ok, donc pas hésiter à utiliser ces points de comparaison Ouais, pour décrire ce qu'on a en bouche, quoi. et pas hésiter à faire vieillir des champagnes. Ouais, On le fait assez peu. Alors sur des millésimes ou des cuvées, il faut les choisir les cuvées. Mais encore une fois, nous on peut accompagner sur le site par le conseil, ce qu'on écrit, etc. On indique. Mais il y a des millésimes qui gagnent vraiment à être conservés et qui seront bien meilleurs 5-10 ans après la mise en vente, plutôt qu'au moment de la mise en vente où le vin est bien, mais on sait qu'il y a un potentiel. Enfin, c'est dommage de le déguster trop ouais. jeune parce qu'on passe à côté d'un potentiel. Voilà, c'est pas que le vin est pas bon au moment de la vente, loin de là, mais on peut l'emmener plus loin. Il y a des millésimes comme 13, comme 8, qui sont des millésimes qui peuvent regarder devant eux longtemps, quoi. Ouais. Du coup, on a aussi une vidéo sur comment faire vieillir sa cave de champagne, se constituer une collection de champagne et quoi acheter, qu'est-ce qu'on peut faire vieillir, comment ça va vieillir. Ouais, on a une vidéo sur choisir sur les millésimes. En fait, je passe en revue un peu les derniers millésimes sortis. La vidéo est encore relativement récente, donc c'est encore valable. Et puis effectivement, une vidéo sur comment stocker, parce qu'il ne s'agit pas que de garder, c'est de garder dans des bonnes conditions pour emmener le vin au bon endroit, dans les bonnes conditions, Il quoi, tu s'agit vois. pas de laisser la quille au frigo pendant 10 ans, c'est pas Ouais, vraiment droite au le frigo ou à côté de la machine à laver, dans la buanderie, il fait toujours au-dessus 22 de la degrés, cheminée. au-dessus de la cheminée. Voilà, évidemment, ça marche pas bien, quoi. Ok, Donc, on peut la laisser 10 ans, mais pas sûr qu'on aime ce qui en sorte. 10 ans, ouais, voilà, mais 10 ans, pas de problème, mais au bon endroit, surtout. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, le bon endroit, c'est quoi? Pour le C'est dire ouais, brièvement, hein. c'est une bonne cave, c'est-à-dire une température stable, plutôt relativement fraîche, 10, 12, 13 degrés, à l'abri de la lumière. Le champagne, c'est un vin qui est assez sensible. Alors, dans les bouteilles vertes, ça va, c'est quand même relativement protégé. Dans les bouteilles transparentes, c'est hyper sensible à la lumière. Et voilà, globalement, donc c'est pas de lumière, pas trop d'humidité, pas trop sec non plus, et une température fraîche et stable. Voilà Ok, donc les grands une marqueurs. cave littérale ou une cave, Ouais, où il y a les petites caves. des caves comme des frigos, tu sais, voilà, les caves à vin. Et ça marche très bien. Voilà, ça se met pour le coup dans la cuisine, enfin où on veut, et c'est pratique. Et on peut vite se faire un petit. C'est pas moche et puis ça permet de se faire sa collection tranquillement, quoi. Exactement, Ok, exactement. super. On va se sacrifier pour la science, du coup, on va donner un exemple de comment est-ce qu'on peut
choisir 2 bouteilles potentiellement à comparer l'une avec l'autre. On va les expliquer, dire chacun des paramètres de la bouteille. Et puis ensuite, tu nous expliqueras ta façon de déguster une bouteille, de comment tu l'appréhendes étape par étape. Eh ben parfait. Alors j'ai choisi, on va goûter parce qu'on parle, mais à un moment, faut passer aux travaux pratiques. Et donc j'ai choisi pour qu'on puisse vraiment avoir des signatures très différentes, 2 champagnes de vignerons avec qui on bosse depuis longtemps et surtout 2 champagnes très différents. Donc on a d'un côté un blanc de blanc de la maison Vazard-Coquard, donc Jean-Pierre Vazard, à Auger en grand cru. Donc c'est 2 grands crus. C'est peut-être le seul point commun qu'ils ont, c'est que c'est 2 grands crus. Les grands crus, est-ce que tu peux expliquer rapidement? C'est quoi un grand cru par rapport à un champagne qui En n'est pas fait, grand cru? les villages sont classés sur une échelle des crus. Donc, tu as des villages, moins d'une vingtaine qui sont grands crus, quarantaine de mémoire de villages qui sont premiers crus, et tous les autres qui sont autres crus. Donc, c'est-à-dire que c'est. C'est un peu la crème de la crème des parcelles, quoi. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais il y a une notion quand même de qualité ou d'excellence dans ces terroirs-là, qui sont des terroirs qui donnent toujours des beaux raisins, enfin, qui sont un peu bénis des dieux, quoi. C'est des terroirs qui sont vraiment favorisés et qui donnent des très belles choses. Voilà, donc là, c'est 2 grands crus, donc on est sur des très belles choses. Ok, et ça, c'est classé, c'est des terroirs qui sont particulièrement bien exposés, dans des endroits où Ouais, l'hygrométrie est avec des bonne, enfin, sols, avec des sols qui drainent bien, etc. Donc tu vas avoir une bonne aération, bien exposée, crayeux souvent, des sols crayeux souvent. Enfin, voilà, les critères, je les connais pas bien, mais en tous les cas, le point commun, c'est le sol et la qualité des raisins d'accord. C'est des très qu'on y bons obtient. endroits où on peut faire pousser du raisin, On quoi, se en trompe gros. pas trop, quoi. Ok. Si tu as un bon 1,5 million, voire 2 millions d'euros à placer, tu Tu peux achètes un prendre hectare en grand cru, tu te tromperas pas, quoi. tes mères. Voilà. Donc ouais, blanc de blanc de chez Jean-Pierre Vazard, extra brut, cuve. Donc voilà, c'est que du chardonnay élevé en cuve inox. Donc c'est quelque chose de très neutre, donc ça va pas, Pas du tout de ça naturer laisse le vin. exactement. Donc on n'est pas sur quelque chose un peu large comme le fût. On va chercher plutôt la tension, la minéralité, sol crayeux, un côté fruité. On va goûter ça, mais voilà, c'est vraiment les grands marqueurs, ça va être ça. Et à côté de ça, tu vas voir, on a un blanc de noir, millésimé pour le coup 2019, qui est une année très solaire en Champagne aussi, très riche, une très belle année, une très très belle année. Alors que là, on avait un assemblage d'années. Donc pur pinot noir, élevé en cuve et en fût. Il y a une partie des vins qui ont été élevés en fût. Dosage assez léger également et un millésime, donc une seule année qui est 2019, une année plutôt riche. Donc ça va être 2 profils de vin très différents. Enfin, on va goûter, on va comparer. Mais on est sur deux registres, 2 styles. Ok. Tu nous fais une ouverture textbook, comment ouvrir une bouteille alors? Alors, bon, on en profite effectivement, on perd pas une seconde. Non, mais il y a une très bonne vidéo, mais globalement, ce qu'il faut, c'est maintenir le bouchon, enfin la capsule comme ça, on défait le muselet, hop, pour pas que ça parte, parce que parfois ça peut partir. Et après, tu tiens fort le bouchon et tu fais tourner la bouteille. Donc là, je maintiens le bouchon. Et voilà, là, tu sens que la pression pousse, donc On tu commence à le contrôles sentir dans bien. la main et Ouais, voilà, le temps que ça on a le pousse. moment où... Et là, tu fais, voilà, et là, impeccable. Magnifique. Magnifique. Donc la première extra brute, celle que tu viens d'ouvrir, c'est ça? Les deux sont extra Les bruts, deux sont hein. extra Ouais, brutes. les deux sont extra bruts. Je crois qu'il y a 1,5 g, c'est ça, il y a 1,5 g, donc Ok. c'est vraiment un dosage très léger sur le blanc de blanc de Jean-Pierre Vazard. Et il y a 0 g, donc c'est même un brut nature, donc extra brut. Donc celui-là est le plus sucré des deux, sachant qu'1,5 g, Si, c'est très faible et ça se 0 sent de à fait peine. Ok. Donc celui-là, un 100% blanc de blanc, donc 100% chardonnay. chardonnay, Ouais. très peu dosé Ouais. et élevé sur l'inox. Donc Ouais, en on a cuve inox. vraiment, en termes de vin, là, c'est vraiment ce qu'on a à la base, quoi. On va être sur la pureté, effectivement, sur le côté très. Après, le jus a été très peu modifié, quoi, c'est ça que je veux dire. Bah, c'est tout, oui. Et puis il a été protégé de l'extérieur, de l'oxygénation, etc., de l'oxydation, pardon. Donc c'est un vin encore très sur la fraîcheur, la tension, voilà. Le côté fût peut amener une certaine patine, un côté un peu plus. Le fût te fait avancer un petit peu plus vite. On parlait tout à l'heure du tableau des arômes. Un vin qui est passé sous fût va aller un petit peu plus vite dans son évolution aromatique et va exprimer un peu plus vite ses notes. Alors je te reviens, hop, par le blanc de blanc. Donc voilà, faut le laisser tranquillement s'ouvrir. Merci, monsieur. Plaisir. Donc là, on peut déjà peut-être les comparer niveau... Ouais, Déjà, niveau niveau couleur, couleur. ils n'ont pas la même couleur, hein. On voit qu'il y en a un qui est beaucoup plus un petit peu doré et l'autre qui tire plus, on va dire, sur du blanc. Ouais. Euh, Et donc c'est plutôt le blanc de blanc qui va avoir une notion un peu plus, une couleur un peu moins intense, moins soutenue. Et puis je dis, faut le faire un petit peu. Donc voilà, sur la finesse des bulles, on en parlait, mais voilà. Moi honnêtement, je fais pas une grande différence dans le train de bulles. Pour moi, les bulles, si peut-être le blanc de blanc, les bulles sont un peu plus fines. Mais encore une fois, à mon sens, ça augure pas grand-chose de la qualité
du champagne en tant que tel. Et puis après, tu as le nez, tu vois, qu'il faut laisser ouvrir, mais qui va être très différent entre les deux. Et après, par contre, ce qui est intéressant, c'est d'aller au nez. Donc tu commences, alors mettons par le blanc de blanc. Moi, j'ai commencé par le blanc de blanc, c'est ce que tu as aussi à la main, ouais. Pour le coup, en termes de fruits, là, moi, je sens vraiment de l'agrume. Ouais, c'est les grands marqueurs. Et effectivement, c'est sur ces terroirs-là, on va avoir des agrumes, on va avoir des fruits. Enfin, c'est sur la jeunesse, encore une fois, Ouais, donc ouais. des fruits. Enfin, on revient au tableau, hein, Une on acidité se fruitée, retrouve. quoi, c'est ça. C'est ça. On se retrouve toujours un petit peu avec ces nuances-là. Après, Mais c'est vrai que ouais, pour les éléments qu'on a sur le tableau, je dirais ouais, c'est ça, citron, peut-être ça tire un peu peut-être vers l'ananas. il y a un côté, Le... ouais, c'est le terroir d'Auger qui est un peu, effectivement, qui peut donner un côté un peu exotique aussi, effectivement. De Chouilly, pardon, je dis Auger, c'est Chouilly, pardon. Et à contrario, si tu passes sur le blanc de noir, donc le pur pinot noir. Ah ouais, c'est incroyable de sentir la différence, de se dire que c'est les deux, on va dire c'est du champagne, mais il y a aucun rapport entre les deux boissons quoi. Exactement. Et donc, t'as des fruits beaucoup. On est plutôt dans le bas, on est Ouais. sur. Alors, moi, j'ai pas trop les fruits rouges sur celui-là, Non, mais moi je vais être plus pareil vers les fruits secs, mielleux, épicés. Là, c'est très rond, hein. ouais, ouais, il y a un peu de bois, il y a un millésime qui est un millésime solaire, il y a du pur pinot noir, et on est à Bouzy. Donc, Bouzy, c'est un grand cru également, qui est sur la montagne de Reims, mais c'est un grand cru qui est orienté plutôt vers le soleil, vers le sud. Donc c'est un grand cru plutôt riche parce que la montagne de Reims a deux faces. En fonction du côté, on a beaucoup ou moins, enfin on a de la fraîcheur ou de la richesse. Là on est sur le côté qui a de la richesse, de l'expressivité. Donc ça va renforcer ce côté généreux, un Tu dis peu plus mûr des fruits, quoi. c'est la montagne de Reims, c'est ça qui a du coup deux faces, Ouais, mais il y a face nord et face sud, c'est ça? exactement, Et ouais. ça va jouer sur quoi? Sur l'ensoleillement, la Ouais, pluie, c'est tout ça. ça? Donc les raisins, en fait, ils sont plus Ils ont mûrs, rien à plus voir en vite. Ouais, fait. ils sont plus riches. Ils ont vu plus le soleil, tout simplement, que ceux de Verzenay, par exemple, ou d'autres villages grands crus, qui vont avoir des choses un peu plus tendues, un peu plus fraîches, quoi. Donc, ouais, donc là, on a beaucoup de marqueurs qui font que c'est un vin qui va être plus vineux, plus expressif, plus riche, un peu plus intense quelque part, hein, que le blanc de blanc. Et si on goûte, parce qu'on va finir par goûter, ça va se passer comme ça. Et alors justement, quand on déguste comme ça, on sait que quand on mange ou qu'on boit quelque chose, ce qu'on va ensuite boire ou manger juste après va forcément être influencé dans notre palais. Ce qu'on va boire ou manger en premier va tout de suite nous donner un point de comparaison qui des fois va pas forcément aider ce qu'on va boire ou manger ensuite. Je sais pas si tu me suis. Et du coup, si on boit un champagne ou qu'on mange quelque chose de très sucré et qu'ensuite on boit un champagne plutôt sec et fin, on va avoir du mal peut-être à l'appréhender. On en revient à ce qu'on dit tout à l'heure, c'est que c'est un vin d'apéritif et de début de repas et sur des mets assez délicats. Sur un palais déjà, Si enfin, pas tu, trop influencé, quoi, déjà, Ouais, c'est c'est ça. ça. Donc, c'est-à-dire que ça va être compliqué sur des viandes hyper puissantes, des choses comme ça. Là. Il y a quelques types de champagne, on en parlera une autre fois, mais des rosés de saignée, des choses un peu. Voilà, mais globalement, sur des choses très puissantes, le champagne, ça va pas. C'est pas fait pour. Il faut plutôt un Ouais. vin rouge enfin, Sur un gros magret ou une côte de bœuf ouais, ultra maturée, le champagne, ça il va va être avoir du mal, quoi. compliqué d'accorder avec un blanc de blanc, quoi. Ça va pas bien matcher. En tout cas, il y en a un qui va écraser l'autre. Donc, effectivement, faut trouver des choses assez fines. C'est pour ça que les produits de la mer marchent bien. Les crudités, enfin, en tout cas, les fruits et légumes, ça peut être vraiment, enfin, les légumes, pardon, surtout, ça peut être vraiment bien. Mais tu vois, sur des Saint-Jacques, sur du poisson, c'est des accords qui fonctionnent bien. Sur des ribs, c'est moins évident, quoi. Voilà, Ok, quoi. le fameux blanc de blanc Reeves. Ouais, c'est ça, quoi. Et donc, du coup, pour goûter ces deux-là, est-ce que tu recommandes d'en essayer plutôt un avant l'autre? Ouais, bah, Le blanc même de chose, blanc avant le exactement, blanc de parce noir? qu'il est moins puissant. Voilà. Donc, effectivement, pour voir mieux la différence, et voilà, même si après, ça n'empêche pas d'y revenir et d'alterner, mais pour moi, le premier verre, ça doit être un. Mais rien qu'au nez, tu vois. Enfin, je reviens sur le nez, mais je pense que le blanc de noir m'a impacté à ce point-là, justement parce que avant j'avais bien senti l'autre qui est beaucoup plus fin et beaucoup plus. Et tu l'aurais fait dans l'autre sens, ça aurait un peu J'aurais dévalorisé, pas eu la desservi même expérience. probablement le blanc de blanc, ouais. Hmm. Eh ben, je commence par le blanc de blanc là. Qu'est-ce qu'on va chercher en premier alors à la première gorgée déjà est-ce qu'on commence par en prendre une seconde pour Non, tu prends et tu prends un petit peu d'air, tu essaies de le faire un petit peu tourner, enfin, voilà, de l'ouvrir, encore une le fois, de raviver l'ouvrir, dans ta ouais, bouche, ouais, ouais. voilà. Et après, non, bah, tu peux voir un peu, encore une fois, où il s'exprime. Est-ce qu'il s'exprime plutôt sur le palais ou sur les joues, enfin sur le côté de la bouche ou sur le palais. Donc, est-ce qu'il est plutôt droit, tranchant ou un peu plus rond?
Donc là, tu vois, pour moi, c'est quand même assez minéral, mais il y a quand même une certaine rondeur. C'est pas très acide quelque part. C'est Non, pas, il enfin, est pas pour acide, je prendre des trouve mots pas. classiques. Acide me serait pas venu là. Non, non, pas du Alors tout. qu'à Non. l'odeur, plus. Ouais, il y a une fraîcheur à l'odeur, il y a un côté croquant, etc., au nez. Mais en bouche, on a quand même cette tension, mais qui est accompagnée d'une rondeur, quoi. Donc c'est plutôt agréable, plutôt facile. C'est pas repoussant ou bloquant, quoi. Non, pas du tout. Donc on est plutôt sur ça. C'est le terroir aussi qui fait ça. Encore une fois, c'est le travail, le vieillissement, les vins de réserve et le terroir de Chouilly. Et tu peux laisser quelques secondes avant d'y revenir. Tu te dis, est-ce qu'on boit une deuxième gorgée tout de suite? Non, au contraire, le vin va s'ouvrir un petit peu, encore une fois, et puis tu vas avoir un peu le palais et la longueur en bouche que tu vas percevoir. Et puis après, tu peux y retourner une seconde fois, et puis éventuellement jouer avec un accord, ou passer sur le second verre si jamais tu fais une dégustation comparative. Tu peux à ce moment-là essayer un peu, et ce qu'on peut faire, tu verras que le blanc de noir va être très différent. Exceptionnel ce Blanc de Nord quand même. C'est très très bon d'une Il part, rentre long. effectivement, c'est très 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 bon. Mais ça n'a rien à voir. Même encore une fois, la façon dont il occupe la bouche, il occupe l'espace dans la bouche n'est pas la même. L'aromatique n'a rien à voir. On part sur quelque chose de plus enrobé. Ouais, c'est bonbon quoi. C'est très, ouais, très bonbon, je suis d'accord, c'est exactement ça. Et c'est délicieux. Mais encore une fois, c'est vraiment deux profils et deux directions Mais différentes, les quoi. deux sont en vrai excellents, hein. Franchement, Ouais, il n'y a pas de question de dire qui est meilleur, c'est pas le sujet. moi qui suis plus, comme je disais, ouais, blanc de noir et des choses plutôt rondes, le blanc de blanc est vraiment nickel aussi et il a toute sa personnalité, toute sa place et il donne vraiment juste quelque chose de très différent par rapport à l'autre. Et tu le serviras pas au même moment ou avec les mêmes choses. Et puis, il plaira peut-être pas aux mêmes personnes aussi après. Encore une fois, cette diversité, elle permet à tout le monde d'y trouver son compte, à moins d'être contre la bulle, mais sinon, tu trouves ton compte forcément à un moment ou à un autre. Quel serait le paramètre que toi tu vas ressentir le plus, où tu dis, ah oui, en effet, il est plutôt... Bah, moi, non, mais si le dosage, quand c'est mal fait, ça se sent. Mais là, je trouve que typiquement, le blanc de noir, il est pas dosé. On sent pas un vin Non. qui manque de Ah dosage, ouais, tu non, on se dit vois. pas... Encore une fois, la vendange était riche, etc. Donc, il n'y avait pas de sujet. Mais néanmoins, tu te dis pas, ils auraient dû mettre 2, 3, Ouais. 4 grammes enfin, pas de problème. Au contraire, ça Donc, aurait peut-être même camouflé des arômes que là on a, quoi. ouais, et en fait, le bon dosage, enfin, c'est un peu cliché la phrase, mais c'est celui qui se sent pas. C'est voilà, c'est celui qui accompagne juste le vin qui va permettre un peu de faire exhausteur de goût, Mm. plutôt que de venir effectivement masquer. C'est vrai qu'il y a On des... a connu des champagnes où c'était un peu dosé parce que le vin n'était On fait ce pas qu'on peut, génial quoi, et avec voilà ce quoi. qu'on a. Donc ça, c'est pas le cas là. Donc le dosage, non, si tu le sens, c'est qu'il y a un problème quelque part. Dans un sens comme dans l'autre. Il y a des... Enfin, après, chacun a son ressenti, mais j'ai déjà goûté le champagne, où je me suis dit, ouais, ils auraient Oui, un dosé petit un petit peu peu, plus, un gramme ou ça aurait deux, été pas pourquoi grave, pas. quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Et à contrario, il y en a d'autres où tu te dis, voilà, ils avaient que ça à faire, quoi. Oui, et puis en plus, enfin, moi j'ai fait plusieurs fois des essais de dosage avec des vignerons. Et c'est pas forcément la bouteille dans laquelle il y a le plus de sucre qui paraît le plus sucré. C'est-à-dire que parfois un dosage à 4 grammes paraît plus sucré qu'un dosage à 6 grammes. D'accord? Parce que je sais pas, c'est les arômes, les accords, La façon dont je ça saurais pas réagit expliquer. avec le Techniquement, il y a jus. plus de sucre. À la dégustation, ça te paraît moins sucré. Pour le même C'est jus, hein. Pour le pour le même... mot, et la même bouteille, le même truc. Ils font, en fait, tous les vignerons et les maisons d'ailleurs aussi font des essais de dosage, c'est-à-dire qu'ils mettent 1 gramme et demi, 2 grammes, 3 grammes et demi, etc. Et sur les mêmes cuvées, ils laissent reposer 3, 6 mois et ils ouvrent toutes les bouteilles au même moment. Ils font des essais, normalement, enfin, plus à l'aveugle ou pas, c'est des choix. Enfin, en tout cas, ils font des essais. Et puis, bah, quel est le bon dosage? Alors, ils savent à peu près, ils font pas de 0 à 12 si tu veux. Oui, Ils oui, font 3, des 4 incréments grammes. Et puis légers, voilà, quoi. ils savent à peu près où ils sont, de toute façon, sur le vin, le style et ce qu'ils veulent rechercher. Mais ils testent. Et encore une fois, parfois, c'est le moins dosé qui paraît plus sucré. Enfin, voilà, C'est il n'y a dingue. pas de règle et il y a des surprises, hein. Ok. Et donc là, pour chacun, est-ce que tu pourrais nous faire la phrase typique, enfin, tu vois, la suite de descriptifs qui te viendrait pour chaque vin, lui, est plutôt... Bah, moi, je trouve que celui-là, je trouve que c'est un vin qui est, Donc celui-là, tu dis le blanc de le blanc. blanc de blanc, Ouais. pardon, oui. Je trouve que c'est un vin qui est élégant, qui est très accessible, Ouais. parce que justement, il a cette rondeur, cette attaque en bouche qui te percute pas, tu vois. Je trouve que ça s'apprivoise vraiment facilement. Il vient petit à petit. Et on reste sur encore une fois, il y a une notion de minéralité, de fraîcheur, c'est-à-dire qu'il y a un côté un peu salin en fin de bouche. Donc voilà, pour moi, c'est fruits frais, agrumes, rondeur et salinité. Voilà. D'accord. Tac. Et pour le... Tac. Et pour le Brice, le Et blanc de pour le noir? Brice, bah, je trouve qu'il y a un côté plus puissant, plus enrobé aussi.
presque en bouche au début, presque un peu plus tendu au démarrage, et après il s'arrondit un peu plus. Donc je mettrais quand même la puissance, le côté solaire en tous les cas, plutôt que puissance, on va dire. Solaire, ouais. Solaire, fruits vraiment très marqués, fruits Ouais. ronds, hein, c'est entre compoté et frais, quoi. Ouais, hein. Et Un fruit bien mûr en tout cas, quoi. C'est un fruits bien fruit. mûrs. Ouais, c'est ça, fruits bien mûrs. Et je sais pas, peut-être un peu épicé, peut-être une touche un peu épicée. Je sais pas si c'est parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais je le trouve mielleux, moi, tu vois. Je le trouve. C'est le côté fruits très frais, Ouais. pardon, très mûr. Ah Pas, ouais, pas, pas je tant, vois ce que tu veux pas dire. tant pour le côté sucré du miel, hein, mais pour le côté. Il y a une complexité qu'on n'arrive pas forcément à expliquer, tu vois. Du miel, c'est assez unique comme goût. Il a vraiment une rondeur assez unique et assez. Tu vois, on dit bonbon, mais ça veut rien dire parce qu'un bonbon, Ouais, mais c'est que c'est très ça a rond, toujours. très voilà. Mais Je trouve ouais, que tu as une attaque un peu sur la fraîcheur, et dans un second temps, ça vient enrober. ouais, une générosité très, très dirigée, quoi, en tout cas. Ouais, ouais. Ok. Et en termes de longueur en bouche, de ce qui est final et tout, est-ce que tu as quelque chose à dire sur chacun des Non, je vins? trouve Est-ce que qu'ils ont. les deux, c'est, bah, moi, je viens de reprendre une gorgée du blanc de noir. Je trouve que ça résonne encore. Voilà, et j'aurais pu dire la même chose du blanc de blanc, peut-être légèrement moins. Il est un tout petit peu plus discret parce que c'est un blanc de blanc, Dure un peu moins etc. longtemps, ça? Mais ouais, mais pour moi, c'est des vins, c'est des très beaux vins. Et qui résonnent, enfin, qui sont qui ont une persistance en bouche qui est importante. Ouais. Ouais, ils ont vraiment les deux ont une vraie personnalité marquée et tu dis pas oui, c'est un champagne. Non, non, déjà, enfin, déjà, même si tu débutes, tu découvres, tu es au début de ta découverte de ton Ouais, parcours, etc., je pense que tu te dis que c'est des bons champagnes. En tout cas, ouais. moi, je trouve que ce sont de deux bons champagnes. Et si tu le fais comme on vient de faire la comparaison, tu commences à. Il y a des petites lumières qui s'allument, tu dis, ah ouais, mais ok, c'est vraiment très différent, ça n'a rien à voir. Et donc, tu peux imaginer encore une fois des moments de dégustation, des accords, des styles aussi. Tu peux dire, bah, en fait, moi, le blanc de noir, c'est pas du tout mon délire, ou le Bah blanc de carrément. blanc. Voilà, tu commences à t'orienter et à savoir mieux choisir. Parce qu'après, des champagnes, il en existe des Des milliers. milliers, ouais. Donc, à C'est un difficile de moment, dire. Enfin, j'ai déjà entendu des personnes qui me disent que moi j'aime pas le champagne. Bon, c'est ah, possible, ça doit exister, mais à chaque fois mais on se j'en ai jamais dit, rencontré. je pense que t'aimes pas les champagnes que tu as bu, mais il y a tellement de champagnes, peut-être que moi j'aimerais pas celui-là et toi tu adoreras celui-là et vice-versa. Et du champagne, c'est vraiment très. C'est vaste comme. C'est vaste, c'est qu'on disait tout à l'heure, le point de départ de la conversation, c'était de creuser un peu derrière le mot champagne, de découvrir un peu les nuances. Et voilà, il y a une infinité de nuances. Après, on peut ne pas aimer les bulles, là, c'est un peu bloquant. Ouais, c'est sûr que si t'aimes pas l'alcool et Voilà. les bulles, bon. Oui, bah Ouais. évidemment, Bon, d'accord, ok, t'aimes pas le ça, champagne. ça va être Oui. un peu embêtant. Mais globalement, oui, tu as tellement de nuances et de différences, et de très bons champagnes, parce que voilà, trouver un mauvais champagne aujourd'hui, c'est compliqué, c'est très compliqué. Voilà, ça existe sûrement toujours. Mais en tout cas, chez nous, on fait une sélection, on connaît tous les champagnes qu'on vend, etc. Et tu as une infinité de profils, une infinité de prix. Encore une fois, c'est un sujet, mais voilà, on a des champagnes à 20, 22 euros, et puis on a Et des puis le prix champagnes. est, franchement, je trouve, quand même assez rarement un indicateur Ouais, de c'est pas une. qualité, Non, hein. non, bien Enfin, sûr, c'est pas. Non, ça c'est il y a évident. Comme pour plein de des. produits, J'ai c'est déjà pas le plus cher qui est le pas aimé meilleur. des très chers champagnes et beaucoup aimé des champagnes Non, non, quand même très accessibles, quoi. c'est effectivement, et c'est une question de goût et de comprendre ce qu'on aime, d'aller chercher après, bah, on préfère tel style, tel terroir, tel vinificateur, voilà, tel millésime aussi. Mhm. On peut être fan de 2019 et puis pas aimer 2018. Mais ça, c'est vrai, hein, et le vigneron chez lequel mes parents achètent leur champagne, très correct, hein, on a vu ça assez souvent puisque c'est là-bas qu'ils allaient acheter leur carton, quoi, comme toute bonne famille champenoise. Et un jour, j'ai goûté leur millésime 2015 et j'ai trouvé incroyable la bouteille. Alors que je m'étais jamais fait cette réflexion-là sur leur BSA ou sur les autres bouteilles que j'avais pu goûter. Mais donc c'est ça, des fois, on va tomber sur une cuvée particulière c'est difficile tu vois, de dire que telle maison ou tel vigneron, on n'aime pas du tout, ou on aime toutes leurs bouteilles, ou. Enfin, Ouais, faut goûter, puis en fait, il y a après, tellement il y a des de. moments aussi, moi ça m'est arrivé de goûter un vin, de le trouver extraordinaire un jour, de le goûter 3 mois plus tard, et de le trouver moins remarquable. Parce que peut-être que ce jour-là, le vin était plus prêt, plus ouvert. Voilà, ça vit, c'est vivant, hein. Et La puis lune peut-être que, n'était pas au bon endroit aussi, ouais, peut-être, il y peut-être. avait. Et puis peut-être que moi j'étais plus en forme, moins en forme, j'en sais rien. Non, non, c'est. Donc voilà, il y a tellement de paramètres encore une fois. Mais bon, c'est vrai qu'après, on connaît quand même les bonnes adresses, les bons vignerons, et on se trompe moins souvent qu'ailleurs, quoi. Ok. Et tu vois, juste de les comparer l'un l'autre, bah ça fait, je trouve, même ressortir leur qualité.
Ah ouais, je suis d'accord. Non, mais c'est un exercice qui est très, très sympa et très, très Moi, c'est ce marrant. que j'adore faire sur tous les. Même quand il s'agit de déguster du whisky ou du vin rouge ou des choses comme ça, mais c'est les vins rouges ont quand même tellement de différences Bah, entre. pareil, Mais je veux dire, déguster des whiskies japonais, des scotch, des choses comme ça, ça aide à comprendre chaque profil de chaque. t'achètes plus pareil derrière, Ouais. hein, et 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 sur le tu, et champagne, tu c'est bois plus pareil, pareil. quoi. Ouais, ouais, complètement. Mais encore une fois, c'est un vin, c'est un alcool, c'est un produit de dégustation. Mais c'est vrai aussi pour, je sais pas, tu veux comparer des fromages, comparer enfin, des jambons, ce que tu veux. À un moment, c'est en comparant que tu Ouais. comprends mieux. On a beau t'expliquer, mais quand tu le manges tout seul, t'as pas de point de repère. C'est en se fixant un point de repère et en gravitant autour que tu arrives à te construire un référentiel et donc à mieux définir ce que tu aimes Mieux pas et à comprendre comprendre les mots ce aussi. que Parce tu as que eu en bouche, ouais. voilà, à un moment, le mot frais, il y a des mots frais, minéral, machin. C'est bien, mais c'est bien de le comprendre, de le goûter aussi pour vraiment s'installer une image derrière ce mot, quoi, ou un goût derrière ce mot, quoi. Donc, goûter des champagnes et goûter-les en même temps. Bon, bah, je pense qu'on est bien. De très bons champagnes qu'on a bien pu comparer. Vous avez sur le site justement je trouve ça intéressant, des coffrets qui viennent souvent On a avec un 3 coffret qu'on champagnes. aime beaucoup, Étoile Montante. C'est des jeunes talents de la Champagne qu'on sélectionne chaque année. On a 3 bouteilles dans le coffret, un livret explicatif. Donc ça, c'est un coffret vraiment qu'on met en avant. On a d'autres coffrets également. Ça peut être une bonne base pour si on veut commencer à explorer. C'est des. Effectivement. Et puis on a parlé pendant tout l'enregistrement des critères. On a un moteur de recherche qui permet de filtrer, donc par le prix évidemment, mais aussi tu peux dire voilà, bah moi c'est plutôt un blanc de blanc qui m'intéresse, mais élevé sous bois. Et je cherche un millésime, je sais pas, 2019, ça a l'air fantastique. Et c'est vrai, c'est un très beau millésime en Champagne. Et hop, ça va resserrer la sélection et on va te présenter les 3, 5, 10 bouteilles qui correspondent à tes critères. Et comme ça, tu peux voir ça et puis tu peux dire, bah, ok, je pars là-dessus et j'en prends un qui est à l'opposé. Je vais prendre un blanc de noir, un pinot noir, mais en cuve, d'un millésime beaucoup plus frais, etc. Enfin, voilà, on a évidemment, il y a un service client, donc tu peux appeler Delphine au service client qui oriente, qui conseille, qui connaît parfaitement les champagnes et qui va t'aider à faire ton panier aussi. T'appelles Donc, Delphine, elle te t'appelles dit Delphine et Delphine, génial. elle va t'accompagner, elle va t'écouter sur tes goûts, etc. et te conseiller pour, Ah, pour c'est bien faire un ça. panier sur mesure. Et nous, on est très contents en tous les cas. Je trouve que c'est vraiment important d'avoir ce service. Voilà, donc tu peux soit te débrouiller, soit encore une fois te faire accompagner dans ton achat pour avoir des choses un peu différentes. Tu prends 2, 3, 4 bouteilles, ce que tu veux, et puis tu commences à te faire tes petites sélections et dégustations entre amis surtout, comme on a fait là, pour vraiment se mettre à une perspective, quoi. On a aussi du coup des vidéos sur YouTube. Et après, effectivement, on a fait pas mal de vidéos sur YouTube où on rentre un peu plus dans des sujets très précis. Donc, c'est des vidéos sur un thème où là, on rentre un peu en profondeur dans le sujet. Donc, à la fois des vidéos pratiques sur le service, le bon verre, les millésimes, on en parlait tout à l'heure, etc. Et puis des choses un peu plus. On a des rencontres avec des vignerons. On a aussi fait tout un parcours avec des MOF, des meilleurs ouvriers de France, qu'on a été voir, à qui on a proposé de faire des accords avec des cuvées. Donc voilà, il y a pas mal de vidéos autour de l'univers du champagne, soit du côté très pratique, soit un peu plus découverte et Dégustation. reportage, présentation, voilà. Ouais, Donc on a pas mal de choses à aller découvrir sur la chaîne, ouais. super. Eh ben, merci Benjamin, merci tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains. Et si vous avez des thèmes, des idées de conversation, des questions à poser, n'hésitez pas et on les traitera dans les vidéos, un prochain podcast. À la prochaine, Benjamin. Salut Hugo, Magnifique. c'était magnifique, hein.